Comment est-ce qu'on célèbre le passage à la nouvelle année sur le continent africain? Eh bien, pour le savoir, on va faire un petit voyage dans le temps, direction la fin de l'année 2011. On va explorer une véritable mosaïque de célébrations, tout ça à travers des témoignages directs de l'époque. C'est parti, découvrons ensemble ces instantanés de fête. C'est la grande question, n'est-ce pas? Et elle a l'air simple comme ça, mais la réponse, elle est tout sauf unique. L'idée même d'une seule et unique expérience africaine est un mythe. Et le réveillon du 31 décembre, c'est l'illustration parfaite. Il y a autant de façons de célébrer qu'il y a de cultures, de villes et même de familles. Alors pour comprendre cette diversité, on va se plonger dans une collection de témoignages qui ont été recueillis il y a plus de 10 ans. C'est un peu comme une capsule temporelle, ça nous donne un aperçu vraiment authentique de ce que cette soirée représentait à ce moment bien précis. Alors commençons par explorer la diversité de ces festivités. Du repas de famille très intime aux énormes fêtes en ville, une seule et même nuit peut cacher des mondes complètement différents. Mais, comme on va le voir, il y a aussi des points communs assez surprenants. Oui, parce que malgré cette immense diversité, il y a des fils conducteurs qui relient toutes ces expériences. Ce sont des petits rituels familiers, des choses qui créent un sentiment de partage à travers tout le continent, peu importe où l'on se trouve. Qu'est-ce qui revient souvent? Eh bien, dans beaucoup de témoignages, on parle du plaisir de bien s'habiller, de se mettre sur son 31, de retrouver ses proches autour d'un bon repas. Et ce qui est fascinant, c'est de voir à quel point un plat en particulier revient tout le temps, le fameux poulet avec des pommes de terre. Écoutez par exemple ce que dit Hadi à Dakar. Ces mots sont simples, chaleureux, on peut presque sentir l'odeur de ce plat qui a l'air d'être un vrai pilier de la fête pour beaucoup, c'est l'image même de la convivialité en famille. Et puis, à des centaines de kilomètres de là, à Bamako, au Mali, on a Kounéchi qui nous dit presque la même chose, mot pour mot. Ça montre parfaitement comment une simple recette peut devenir un symbole de fête partagée bien au-delà des frontières. Mais bon, la fête ce n'est pas juste ce qu'il y a dans l'assiette bien sûr. Au-delà du repas et des liens familiaux, il y a la dimension spirituelle, la communauté qui joue un rôle énorme pour beaucoup de gens. Et là, c'est vraiment intéressant d'écouter Cheikh au Sénégal. Il décrit une fête qui va au-delà des religions. C'est un moment d'unité où toute la communauté, peu importe sa foi, se rassemble pour célébrer. Ça crée un vrai sentiment de fraternité. Mais pour d'autres, l'approche est différente. Prenez Diane au Burkina Faso. Pour elle, la foi, c'est le point de départ de la célébration. La prière n'est pas à côté de la fête, non. Elle en est la première étape. Un moment de recueillement, juste avant de laisser exploser la joie. Bon, cette question, elle nous pousse à regarder une autre facette du réveillon. Une facette qui est parfois bien loin des traditions familiales ou religieuses et qui est beaucoup plus influencée par des dynamiques mondiales. Justement, à Tunis, Karim nous donne une perspective radicalement différente. Pour lui, le réveillon, c'est moins une histoire de tradition que de consommation. C'est une célébration qui est comme importée, façonnée par le commerce, par la globalisation. Et Seila, de Casablanca, est sur la même longueur d'onde. Au Maroc aussi, la fête a pris un tournant très commercial, surtout dans les grandes villes, où l'ambiance est dictée par les restaurants, les clubs, les grands événements organisés. Cette différence entre ville et campagne, ou entre tradition et modernité, nous amène tout droit à un autre clivage, très net, celui qui sépare les générations. Ce tableau y résume parfaitement ce fossé. D'un côté, on a les jeunes, souvent célibataires, qui cherchent les grosses soirées, les boîtes de nuit, toute l'effervescence des villes. Et de l'autre, les aînés, qui préfèrent l'intimité de la maison, la chaleur d'un bon repas en famille. C'est vraiment deux mondes dans une seule et même nuit. Mais attention, l'âge, ce n'est pas le seul facteur de division. Parfois, c'est simplement l'endroit où l'on vit, ou même la loi locale qui peuvent créer des réalités complètement différentes. Seila le souligne très bien. Loin de l'agitation des grandes villes marocaines, dans les zones plus ruraux, eh bien le 31 décembre peut passer presque inaperçu. La fête, c'est avant tout un phénomène urbain. Et puis, il y a des situations encore plus contrastées. À Nouakchott, en Mauritanie, Mamadou nous décrit une réalité où la fête est, disons, strictement encadrée. Pas question de faire la fête jusqu'à l'aube ici. La soirée se termine à minuit, sous la surveillance des autorités. Et ça nous amène au point le plus poignant de notre voyage. Parce que parfois, le contexte est si lourd que l'idée même de célébrer devient juste impossible. On arrive maintenant au témoignage le plus sombre de cette collection. À la fin de l'année 2011, à Kinshasa, le passage à la nouvelle année n'avait absolument rien d'une fête. Un contexte politique très lourd avait complètement étouffé toute envie de célébrer. Le témoignage de Jacquemin Chadani est saisissant. Il révèle de manière brutale comment une crise politique peut littéralement éteindre toute envie de faire la fête. Quand l'espoir est bafoué, quand l'avenir semble si incertain, la célébration perd tout son sens. La joie collective, elle, laisse place à une tristesse partagée. Au final, ce que tous ces témoignages nous montrent, c'est que le réveillon du Nouvel An, comme n'importe quelle grande célébration, c'est en fait un miroir qui reflète bien plus que le simple passage du temps.
Pour résumer, cette soirée, elle peut incarner la joie collective, les traditions familiales, mais elle peut aussi mettre en lumière les divisions sociales, générationnelles, servir de vitrine à la globalisation ou, de façon plus sombre, devenir un véritable baromètre de la santé politique et morale d'un pays. Et tout ça, ça nous laisse avec une question bien plus large. En regardant la manière dont une culture choisit de célébrer ou de ne pas célébrer, qu'est-ce qu'on peut vraiment apprendre sur ses valeurs, ses tensions et même ses espoirs ? C'est une réflexion qui, finalement, va bien au-delà d'une simple nuit de fête.